Bonjour à tous, je suis Emmanuel Tout-le-Monde, je suis data scientist chez Crédit Agricole. Je suis accompagné de mon collègue Emen, juste à côté de moi. Bonjour à tous. Qui va répondre à vos questions dans le chat, ainsi que Alexis, qui est aussi dans le chat, mais qui n'est pas à côté de moi. Tu peux dire bonjour dans le chat, Alexis. Enfin, si tu veux. Alors, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de machine learning. Je vais essayer de vous faire une introduction au machine learning. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, je vais vous en parler en 20 minutes, c'est tout. C'est pas énorme, mais je vais essayer de tout dire. Alors je vais passer tout de suite sur les slides. Vous allez me dire si on voit bien. Hop là, est-ce que vous voyez bien les slides? C'était pas ça. Partager l'écran. Hop. Voilà. Normalement, là, tout le monde voit les slides. Vous pouvez faire un petit coucou dans le chat. Ouais. Ok. Donc, comme je disais, introduction au machine learning. Donc, c'est une présentation qu'on a construite avec mes deux collègues dont je viens de vous parler, Alexis et Emen. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le machine learning? Une bonne définition, une définition assez simple, ce serait d'apprendre à la machine à apprendre. C'est-à-dire que plutôt que de coder toutes les solutions à un problème, par exemple, si on prend le problème de faire un joueur d'échecs, on pourrait coder toutes les solutions du jeu d'échecs, sauf que ça fait beaucoup de solutions et ça devient un petit peu chiant à coder. Donc on va plutôt apprendre à l'ordinateur à jouer tout seul aux échecs, comme nous on apprend à jouer aux échecs, par exemple. Alors il y a d'autres applications, telles que le marketing, la logistique, etc. Et par exemple, faire un assistant intelligent. Si vous prenez Siri, par exemple, dans vos iPhones, typiquement, il y a beaucoup de machine learning dedans. Donc voilà une idée grossière de ce qu'est le machine learning. Alors maintenant, comment ça marche, un projet en machine learning? Alors un projet en machine learning, en fait, on part d'en haut, on part d'une question métier généralement. On se pose une question et on veut essayer d'y répondre. Alors, une fois qu'on a la question, le machine learning, la base, c'est toujours la donnée. Donc on voit quelles données on a à disposition, quelles données on peut avoir à disposition, puis on change un petit peu la question, puis on revient à la donnée, puis on change la question, etc. Et on arrive à finalement se dire qu'on va pouvoir faire quelque chose à partir de cette donnée. Et donc, on va pouvoir commencer à la préparer. Donc ça, c'est ce qui prend presque 80% du temps d'un data scientist, c'est préparer la donnée, la mettre en forme pour qu'elle ait un format acceptable dans les modèles et qu'elle soit utilisable par les modèles. Une fois qu'on a commencé à préparer la donnée, on va pouvoir commencer à modéliser. Donc on fait notre premier modèle. Une fois qu'on a fait le premier modèle, on se rend compte qu'en fait, on n'avait pas forcément très bien préparé la donnée, donc on va recommencer à préparer la donnée, remodéliser, etc. Donc, on recommence plusieurs fois. À la fin, on commence à avoir un truc qui tient à peu près la route, donc on va pouvoir évaluer notre modèle, alors soit avec des exemples qu'on avait gardés de côté, soit dans la vie réelle, donc un vrai test, une vraie campagne marketing, jouer le joueur d'échecs contre un vrai homme, etc. Du coup, soit c'est de la daube et on recommence, soit c'est bien, et dans ce cas-là, on peut déployer notre modèle. Ouais. Alors, il existe plusieurs types de machine learning. On a 3 grandes classes de machine learning. On va parler de machine learning en apprentissage non supervisé, l'apprentissage supervisé, et finalement l'apprentissage par renforcement. Alors l'apprentissage non supervisé, l'idée c'est qu'on n'a pas de cible, on a juste de la donnée. Et on se demande, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans cette donnée? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'organiser d'une manière un peu intelligente? On va essayer de chercher la structure cachée dans ces données. Par exemple, on va chercher à construire des segments de clients dans l'objectif d'une campagne marketing. Un autre type d'apprentissage, donc l'apprentissage supervisé. Là, ce coup-là, on a une cible, on sait ce qu'on veut apprendre. On veut prédire, par exemple, que le client est appétent ou pas à ça, que on veut chercher à gagner une partie d'échecs. Encore là, ça s'applique pas tout à fait, c'est plus d'apprentissage par renforcement. Bref, on cherche à prédire quelque chose. Dans ce cas-là, on se base sur des données dans le passé, où l'événement qu'on cherche à prédire est déjà arrivé, et on va essayer d'extraire qu'est-ce qui a fait que l'événement est arrivé pour l'appliquer aujourd'hui sur des données, voir si on suit si on a ces mêmes données, on va pouvoir prédire que cet événement va arriver dans le futur. Et enfin, le dernier type, c'est l'apprentissage par renforcement. En fait, l'idée, c'est d'apprendre de ses erreurs. Une méthode pour faire un modèle qui apprend à jouer aux échecs, ce serait de faire un modèle qui fait n'importe quoi, tout et n'importe quoi, de manière aléatoire, et de garder uniquement, et de lui donner, voilà, si ça gagne, on lui donne des bons points, si ça perd, on lui donne des mauvais points. Et si on lui donne des bons points, il va se mettre à garder cette méthode qui marche bien et au fur et à mesure apprendre à bien jouer aux échecs. Un autre exemple, c'est l'affichage de publicité en ligne, ce qu'on appelle le real-time bidding. Alors ce que je vous propose d'abord, c'est de revenir un petit peu vers la donnée. Je parlais de la donnée, c'est la base de nos algorithmes. On va détailler un petit peu tout ça.
Alors, des données, il y en a plein de sortes. Vous en avez sans doute entendu parler, des données structurées, des données non structurées. En vrai, j'aime pas vraiment le terme non structuré, je préfère le terme semi-structuré ou peu structuré, parce qu'il y a toujours une forme de structure dans les données. Les données structurées, c'est des tables, comme là on a sur la gauche, alors par exemple avec des noms, prénoms, adresses, des montants, etc. Les données non structurées ou peu structurées, ça va être des données sociales, par exemple, donc des données qui viennent de Facebook, de Twitter, de LinkedIn. Ça peut être des données de séries temporelles, telles que des films ou du son. Ça peut être des images et ça peut être des PDF. Ça peut ressembler à des images ou ça peut être du texte tout simplement. Voilà, c'est plein de données qui sont peu structurées. On ne peut pas les mettre. En fait, elles sont pas au format de colonne. Et on va essayer de les transformer pour les mettre dans ces formats colonnes et pouvoir les donner à nos algorithmes. Un exemple d'utilisation de transformation de la donnée, c'est par exemple si on veut proposer à un client un crédit en se basant juste sur sa feuille de paye. Donc on dit au client, prends en photo ta feuille de paye et envoie-nous la photo, et puis nous on va te proposer un crédit ou pas. Du coup le client prend en photo la feuille de paye et il nous envoie un JPEG. Bon, le JPEG, on va pas pouvoir en faire grand-chose comme ça, à part mettre une personne qui va regarder la photo et en faire quelque chose, c'est pas super industriel. On va essayer de faire quelque chose de mieux. Donc on va extraire de cette image, de ce JPEG, les informations intéressantes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier le texte qui est dans l'image. Une fois qu'on a identifié le texte, ben, on va chercher à déduire quel type de feuille de paye c'est, quelles sont les lignes qui nous intéressent, quels sont les montants qui nous intéressent, faire des agrégats sur les montants, etc. Donc création de structure dans la donnée. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a ces données structurées, ces tables de données structurées, on va pouvoir commencer à extraire de la valeur, à l'analyser, et pourquoi pas à faire du scoring pour du crédit, comme c'était mon exemple au départ. Bon voilà, je vous ai parlé de la donnée, maintenant je vais vous parler un petit peu de la partie la plus marrante, les modèles. Alors, on a d'abord, dans le monde non supervisé, un exemple très courant, c'est celui des iris et des botanistes. L'idée, c'est que je suis botaniste, je sais qu'il y a des iris dans mon jardin, et je me demande s'il n'y a pas différentes catégories d'iris dans mon jardin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon mètre ou ma règle, et je vais mesurer la largeur et la longueur des pétales et des sépales. Ouais, donc je fais ça pour toutes les iris de mon jardin, et j'ai mon joli tableau qui est rempli avec donc la longueur et la largeur de toutes les sépales de mes iris. Donc là, c'est la préparation de la donnée. Une fois qu'on a préparé cette donnée, ben, on va pouvoir faire un premier algorithme pour regrouper les iris, pour les regrouper en groupes et voir s'il n'y a pas des groupes qui se dégagent. Par exemple, là, on a représenté sur le graphique, selon deux axes, donc deux des quatre composantes, ces mesures, et on voit qu'il y a trois groupes qui se dégagent. Alors ça, c'est l'œil humain qui voit qu'il y a trois groupes qui se dégagent. L'idée maintenant, c'est de dire comment on va apprendre à l'ordinateur à identifier ces trois groupes. Un algorithme, pour faire ça, c'est l'algorithme des K-MIS, des K-moyennes. En fait, l'idée de cet algorithme, c'est on va représenter, là par exemple, en deux dimensions, donc nos iris, et on va mettre aléatoirement trois croix dans l'espace. Donc les ronds, c'est les iris, les croix, c'est un objet concret pour notre algorithme. Et puis on va colorer de la couleur de la croix toutes les iris qui sont le plus proches de cette croix. Donc on cherche pour chaque iris quelle est la croix la plus proche. Donc, par exemple, à gauche, c'est la verte à chaque fois, donc on les colore tout le temps en vert. Puis on va pouvoir calculer la position de la croix en la plaçant au centre des points colorés. Et on recommence plusieurs fois. C'est les étapes que vous voyez qui défilent au fur et à mesure. Et donc on voit que les groupes se dégagent au fur et à mesure et qu'on a un groupe vert, un groupe bleu et un groupe rouge. Donc on a réussi à identifier trois catégories de manière automatique d'iris. Alors vous allez me dire, c'est pas glorieux, là ici on aurait pu le voir directement, mais quand on est en dimension 200, 300, 400, 500, bah là l'œil humain il est un peu moins performant pour identifier ça. Et ces algorithmes deviennent très intéressants. Maintenant qu'on a fait de l'apprentissage non supervisé, on va parler de l'apprentissage supervisé, donc quand on a une cible à prédire. Donc, par exemple, le botaniste, lui, avait défini ses noms savants, avec des noms latins, les Setosa, les versicolores et autres iris, mais on ne sait plus trop, il y a 30 ans, 40 ans, comment ils avaient défini ça, et on cherche aujourd'hui à savoir comment ils ont fait, et si j'ai une nouvelle iris, dans quelle catégorie je peux la mettre. Donc, on a cette table de données passées qu'avait notre ancien botaniste, avec les 4 mesures, et les noms d'espèces qu'il a collés. Maintenant, on a une nouvelle iris et on se demande de quelle espèce elle est. Alors il existe pas mal d'algorithmes pour faire ça. Je vais essayer de vous en présenter quelques-uns. D'abord, il y a deux algorithmes de base qui servent à faire ça, du moins deux classifieurs de base, ce qu'on appelle la régression logistique et les arbres de décision. Alors pour ceux qui sont très bons en machine learning, il y a une petite coquille dans la slide, si vous la voyez, bien joué.
Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas très important la coquille. Alors, le premier type, c'est la régression logistique. L'idée, c'est on prend cet espace, donc avec les ronds et les carrés, donc on peut imaginer nos iris, et on va tracer une séparatrice qui va chercher à séparer au mieux les ronds des croix. Et donc là, on voit qu'en gris coloré, on a plus de ronds que de croix, donc on va dire que ça c'est rond. Et de l'autre côté, il y a plus de croix que de ronds, donc on va dire que c'est des croix. Une autre méthode, un autre type d'algorithme, ça va être à base d'arbres de décision. L'arbre de décision, en fait, il pose des questions selon les variables. Il choisit la meilleure question pour séparer en deux. Par exemple, la première question, c'est est-ce que la variable 1, l'axe des abscisses, est inférieure à 1,2? Dans ce cas-là, on va dire que la probabilité est de, si c'est oui, on est d'un côté, si c'est non, on est de l'autre, et on va pouvoir calculer la probabilité en fonction du nombre de ronds et de croix, d'être un rond ou d'être une croix. Puis on repose une autre question, ça nous permet de mieux séparer chacun de ces sous-espaces. Et donc ainsi, on peut conclure qu'on a deux espaces avec des ronds et deux autres espaces où on a des croix. Ce que vous voyez, c'est que les séparatrices sont pas du tout pareilles entre la régression logistique et l'arbre de décision. Mais ça permet de résoudre différents problèmes. Une fois qu'on a fait ça, comme avec les êtres humains, où souvent à deux ou à trois on prend des meilleures décisions que tout seul, on peut faire la même chose avec des algorithmes. C'est-à-dire que si on leur demande à plusieurs algorithmes, à plusieurs arbres de décision de prendre une décision, ça va peut-être se passer différemment, ils vont peut-être avoir une meilleure décision. Alors c'est ce qu'on appelle les algorithmes d'ensemble. Il en existe pas mal de types, là je vais vous en présenter un qui s'appelle le boosting. En fait l'idée c'est toujours cette histoire de séparer des ronds et des croix. On fait un premier classifieur, alors soit un arbre de décision, soit une régression logistique, soit un autre classifieur de base. Il faut que ce soit un classifieur faible, c'est-à-dire qu'il ne soit pas trop gros. Mais voilà. Et donc il sépare bien les ronds et les croix. Ok, on voit en dessous c'est plutôt des ronds, au-dessus c'est plutôt des croix. Mais il se trompe dans certains cas quand même. On voit qu'il y a 2 ronds et 3 croix qui sont mal classés. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à un deuxième expert, à un deuxième classifieur de venir les classer, les mêmes éléments, sauf qu'on met plus d'importance sur les ronds et sur les croix pour lesquels on s'est trompé. Du coup, ce nouvel expert, lui, on lui a dit c'est très important ces ronds et ces croix de bien les classer. Donc, il fait quoi? Il va bien classer ces ronds et ces croix. Et donc, on va mettre des croix en haut et des ronds en bas. Maintenant, on peut regrouper ces deux experts. C'est des experts informatiques, ils se parlent très bien. Et donc, on peut voir ça et on les rassemble. On arrive à séparer notre espace en 4 zones maintenant. Et puis, on peut recommencer. On peut séparer en 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 zones. Avec une certaine limitation, c'est qu'il faut faire attention au surapprentissage. En fait, le surapprentissage, l'idée, c'est d'apprendre sa base de données par cœur. C'est-à-dire que si on met trop de classifieurs, à la fin, il ne va plus qu'y avoir une seule croix ou un seul rond par zone. C'est comme si on avait appris le nom par cœur de la fleur. On savait exactement que c'est cette fleur dans le potager qui est comme ça, et donc on va pouvoir lui mettre son nom. Mais ça sert à rien, parce que si on a une fleur qui est à un autre endroit dans le potager, on ne saura pas quoi en faire. Donc l'idée, c'est de pas surapprendre, c'est de mettre suffisamment de monde dans chacune des zones pour que ça ait du sens ce qu'on dise. C'est là qu'on parle de rigueur statistique, donc avoir suffisamment d'éléments dans une zone pour que ça ait du sens. Maintenant, je vais vous parler d'algorithmes un peu plus à la mode, même si les autres marchent très bien. C'est ce qui touche au réseau de neurones et au deep learning. Alors, un réseau de neurones, l'idée, c'est qu'il y a, dans les années 50, on a commencé à s'inspirer du fonctionnement du cerveau humain. Le cerveau humain, vous savez, il y a des neurones et il y a des connexions. On s'est dit, on va essayer de faire un peu la même chose. Bon, c'est là où l'analogie s'arrête, tout le reste, ça ressemble plus du tout à du cerveau humain et c'est purement informatique. L'idée, c'est qu'on fait passer des entrées, 2 par exemple ici, et on va faire des combinaisons linéaires de ces entrées, donc en mettant des coefficients sur chacune des arêtes que vous voyez, et dans chacun des ronds bleus, donc les couches cachées, en fait, on va mettre une fonction non linéaire, une régression, une logistique par exemple. Et on fait ça, une couche, 2 couches, 3 couches, beaucoup de couches, et à la fin, ça nous permet de prédire la sortie. Et donc, dès qu'on fait passer une entrée, elle passe là-dedans, elle arrive à la sortie. Une fois qu'elle est à la sortie, on se rend compte qu'a priori, on s'est trompé, puisque là, pour l'instant, on l'a initialisé n'importe comment, et on va corriger les poids par backpropagation, par rétropropagation. Donc en fait, là, l'idée, c'est vraiment d'apprendre en adaptant les poids qui sont sur chacune des arêtes. Alors comme vous pouvez le voir, sur cet exemple très simple, il y a déjà beaucoup de poids. Et donc, si on fait des réseaux très grands, avec beaucoup de neurones et beaucoup de couches, il y aura encore plus de poids. Et donc, ça devient très long et très difficile à entraîner. Mais la puissance des réseaux de neurones est que, y a un théorème qui a montré que, avec un réseau de neurones à une seule couche et suffisamment de neurones, on peut approximer à peu près toutes les fonctions, ce qui est plutôt pas mal. Donc, on peut tout modéliser avec un réseau de neurones, à condition qu'il soit suffisamment grand. Donc, je vous ai parlé de réseau de neurones, on parle beaucoup de deep learning. Le deep learning, en fait, c'est, de manière simple, des réseaux de neurones très profonds. En fait, ça nous vient du traitement d'image. En traitement d'image, au début, ce qu'on faisait,
jusqu'il y a 15 ans, c'était on prenait une image et on allait extraire des features à la main, des variables à la main. Donc on pouvait, je sais pas, compter la luminosité de l'image, ou faire des transformations un peu plus complexes, comme des transformations de Fourier de l'image, etc. Mais tous ces attributs étaient constitués par un être humain, et donc on était limité par l'imagination de l'être humain qui construisait ces attributs. Une fois que ces attributs étaient construits, on les mettait dans un algorithme et on apprenait. L'idée du deep learning, c'est de dire, plutôt que de construire ces features à la main, on va les construire de manière automatique, en mettant plus de couches à notre réseau de neurones. Donc, on va pouvoir apprendre des attributs plus complexes. Il y aura pour seule limitation la structure du réseau de neurones et non pas la puissance de l'être humain qui construisait ces features. Ça permet d'avoir des concepts de plus haut niveau. Alors le problème par contre, c'est que plus il y a de neurones et plus il y a de couches, plus ça demande de volume de données pour apprendre, et donc ça demande de très très gros volumes de données pour que ça marche. Et ça nécessite aussi un savoir-faire. Cette fois, le savoir-faire n'est pas au niveau de l'extraction de features, mais sur la structure du réseau de neurones profond, pour qu'il soit efficace pour extraire ces concepts, ces attributs de manière complexe, et qu'il soit efficace en termes de temps de calcul, etc. Un exemple qui a été fait avec le deep learning qui est assez joli, c'était avec des vidéos YouTube. En fait, ils ont pris des images de YouTube et ils ont demandé à l'algorithme d'extraire qu'est-ce qui est intéressant dans l'image. Par exemple, là, vous êtes en train de regarder votre ordinateur et il y a plein de choses. Votre œil, il voit plein de choses. Mais il sait que ce qui l'intéresse, c'est l'ordinateur, c'est les slides que vous avez devant vous, et non pas la fenêtre qui peut être derrière vous, ou juste le blanc ou le vide. Ça, l'œil, il le fait ça de manière automatique. Il arrive à extraire ce qui l'intéresse de manière automatique. Pour l'ordinateur, c'est pas inné. Du coup, on est obligé de faire ça. On est obligé de faire du deep learning pour extraire ce qui est intéressant dans l'image. Et donc, on a fait ça sur des images de YouTube. Et en fait, leur algorithme de deep learning a été capable d'extraire des concepts sans savoir ce que c'était, assez puissants. Comme par exemple, ici, on a représenté un chat et un être humain. En fait, en regardant toutes les images de YouTube, il a identifié qu'est-ce qui a été intéressant, à savoir le concept de chat, le concept d'être humain, sans même savoir ce que c'est. Et c'est là où c'est très très fort, c'est qu'il a été capable d'extraire ces concepts, là où on n'aurait pas été capable de le faire, moi je ne pense pas, en extrayant les features à la main par un être humain. Donc c'est tout l'intérêt du deep learning. Donc je vous ai parlé de pas mal d'algorithmes, maintenant je vais vous parler de un petit peu comment on évalue les algorithmes qu'on construit, comment on sait si ce qu'on a fait est bien, ou si c'est plutôt de la daube. Pardon, j'ai oublié un algorithme encore. Je vais revenir un petit peu en arrière, donc, je voulais vous parler aussi d'apprentissage par renforcement. Donc, je vous disais tout à l'heure, quand on apprend par l'erreur. En fait, un problème de base en apprentissage par renforcement, c'est le problème alors en anglais du coup, multi-arm bandit problem, du bandit manchot en français. En fait, l'idée, c'est qu'on a une machine à sous avec 3 bras ou plus, et on sait pas combien ramène un bras. Et surtout qu'il y a une manière aléatoire des gains derrière les bras. S'il n'y avait pas d'aléa, ce qu'on fait, c'est qu'on tire une fois chaque bras, et puis on voit laquelle donne le plus, et on aurait le graphique du haut. Donc à chaque fois qu'on tire un bras, on aurait 3 courbes, donc pour avoir une idée de nos gains. Donc ça, c'est assez facile. Sauf que, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un casino, mais ça marche pas comme ça. Il y a un côté aléatoire dans les gains. Et donc, il faut identifier quel est le bras qui ramène le plus, sachant qu'il y a un côté aléatoire. C'est-à-dire que si je tire une fois un bras, il va me ramener $10. Si je le tire une deuxième fois, peut-être qu'il va me ramener $20. Comment savoir quel est le meilleur des bras? L'idée de ces algorithmes, c'est d'aller chercher, d'optimiser entre essayer différents bras pour voir quel est le meilleur, et aussi rester sur celui qui rapporte le plus pour ne pas trop perdre d'argent. Donc il y a pas mal d'algorithmes qui marchent derrière, il y a plein d'applications, il y a une application ici, c'est des robots qui apprennent à jouer au foot en équipe, en apprentissage par renforcement. Je vous invite à aller regarder les vidéos sur YouTube, c'est vraiment excellent. Et donc comme je disais tout à l'heure, l'évaluation d'un modèle. Donc comment on fait? Alors ce qu'on fait, c'est qu'on prend plusieurs jeux de données. Je vous disais, on se base sur des données passées dans le cadre de la prédiction, de l'apprentissage supervisé. En fait, on va prendre des jeux de données d'une période et on va le séparer en un ensemble d'apprentissages et un ensemble de tests. L'ensemble de tests, on va pas y toucher. On met ça dans un coin, on se garde ça de côté, ça nous permettra de vérifier si ça marche bien. L'ensemble d'apprentissages, c'est avec ça qu'on va construire le modèle. Puis on va prendre des données d'une autre période, décalées de 1 an par exemple dans le temps, et on va faire ce qu'on appelle l'ensemble en dehors du temps. Ça nous permet de vérifier que notre modèle marche bien, même si il y a des évolutions. Par exemple, dans le cas du marketing, s'il y a des évolutions macroéconomiques sur les envies des personnes, sur l'arrivée d'un nouveau concurrent, vérifier que notre modèle marche toujours bien. Ce qui est assez important. Une fois qu'on a fait ça, alors on va pouvoir mesurer pas mal de choses. Une méthode de mesurer, en fait, c'est la matrice de confusion. Si on a une prédiction à 2 classes, donc si on cherche quelque chose à prédire quelque chose en vrai-faux, donc est-ce qu'un client est appétant ou pas?
Après ça, on peut mettre plus de classes, ça marche aussi. En fait, l'idée, c'est qu'on va remplir cette matrice en disant, bon, bah, ok, qui était vrai et qui on a prédit vrai, qui était faux et qui on a prédit vrai, qui était vrai et qui on a prédit faux, etc. Donc ça nous fait 4 cases à remplir, c'est pas très compliqué. Et on va pouvoir mesurer à partir de cette matrice 3 mesures, donc ce qu'on appelle l'accuracy, précision and recall. Donc ces trois mesures nous permettent de savoir si notre modèle est bon, et on va choisir d'optimiser plutôt l'une ou l'autre des mesures en fonction de nos besoins. Il existe d'autres moyens pour optimiser nos modèles, d'autres moyens pour mesurer la qualité de nos modèles, tels que la courbe ROC, l'air sous la courbe, etc., le Gini. Je peux vous en parler si vous voulez ou pas. Voilà. Alors, en conclusion, très rapidement, l'idée c'était de vous présenter là une vue très très macro du machine learning. Il y a beaucoup de choses à vous raconter. Si je voulais vous raconter tout ce que j'avais envie de vous raconter, on en aurait pour 4 jours. Alors je vous ai mis pas mal de mots-clés sur les notions, sur les outils qui sont possibles à utiliser. C'est loin d'être exhaustif, je me clame pas non plus expert là-dedans, mais avec Emen et Alexis, on pourra sans doute répondre à vos questions sur chacune de ces notions. Et surtout, il faut pas oublier qu'une bonne théorie, c'est une petite théorie qui résume tous les faits, et ça marche bien pour les modèles. C'est si on arrive à faire un petit modèle qui marche bien, plutôt qu'un modèle très complexe qui marche un tout petit peu mieux, vaut mieux préférer le petit modèle parce qu'il y a plus de chances de bien généraliser, d'être plus facile à implémenter, etc. Voilà. J'espère que je vous ai intéressé, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.